Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous d'information de la mi-journée. Au sommaire de cette édition, la fête de l'Aïd el-Fitr au Parc Chano de Marseille avec près de 10 000 musulmans venus prier. Cette fête marque la fin du Ramadan et d'un mois de jeûne. Cuisante défaite de l'OM hier à Reims, les footballeurs marseillais ont été battus 3-1. La place sur le podium et la qualification pour la Ligue des Champions sont menacées. En Birmanie, 2 jours après un terrible tremblement de terre, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Les secours peinent à arriver dans ce pays sous contrôle de la junte militaire et en proie à la guerre civile depuis 4 ans. Moment de joie et de partage pour les musulmans. Ce dimanche 30 mars marque la fin du Ramadan. La fête de l'Aïd el-Fitr a débuté avant le lever du soleil par un temps de prière. Reportage au Parc Chano à Marseille, Cédric Cottaz et Sylvie Garat. 7h30, Parc Chano de Marseille, c'est déjà l'affluence. Près de 10 000 musulmans se pressent entre amis ou en famille pour assister à la prière de l'Aïd el-Fitr. Un jour sacré qui met fin à un mois de jeûne. C'est un jour spécial pour nous. Voilà, c'est très spécial. C'est vraiment, on attend un an, on attend 7 jours voilà. ça. C'est un cheminement de pendant tout le Ramadan où on a consacré nos nuits pour la nuit du destin, où on a jeûné, on a essayé de faire le plus de bien possible, même si on le fait toute l'année, mais ce mois-ci c'est un mois encore plus béni. Donc c'est très important d'être là pour nous aujourd'hui. Après la prière, les fidèles ont écouté le prêche de l'imam, axé cette année sur la paix. On reste ébloui en fait, voilà le mot. Ébloui, et c'est des paroles très sages en fait, qui nous poussent à être encore meilleurs nous en tant qu'humains et meilleurs aussi pour les autres personnes. Pour tous, cette journée est un temps de convivialité mais aussi de générosité où chacun donne pour aider les plus démunis. Depuis 2013, le Parc Chano ouvre ses portes pour accueillir cette grande prière. L'idéal, c'est de prier en dehors des mosquées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande d'aller prier dans un lieu plus grand. Et tous ceux qui peuvent venir doivent venir. Et pour tous ces musulmans, la célébration va se poursuivre au domicile dans un moment de partage. Là, ce qui va se passer, on va aller, tout ce petit monde, on va aller chacun voir toute la famille, les amis, pour fêter tout ça. La fête de l'Aïd el-Fitr peut durer 3 jours consécutifs. Une claque, l'OM a créé la surprise hier, mais pas comme les supporters olympiens le souhaitaient, humilié 3-1 par le Stade de Reims qui est candidat au maintien. Les footballeurs marseillais ont donc essuyé un 4e revers en 5 matchs. C'est leur 3e défaite d'affilée à 7 journées de la fin du championnat. Une nouvelle contre-performance de mauvais augure dans la course à la Ligue des Champions. L'OM a raté l'occasion de distancer ses poursuivants directs qui se rencontraient ce week-end. Ça a chauffé dans les vestiaires. À l'issue de la rencontre, écoutez l'entraîneur Roberto De Zerbi. Il faut qu'on réussisse à comprendre pourquoi à Paris, on était vraiment concentré, avec les yeux rivés sur l'objectif. Ici, comme à Auxerre, comme dans d'autres situations, on n'arrive pas avec la même concentration, le même focus. Après, je l'ai déjà dit, et même dans les moments où on était dans des phases positives, la mentalité, ça ne s'achète pas au supermarché. La mentalité que je veux pour mon équipe, ce n'est pas celle que l'on a en ce moment. Et il va falloir que j'explique aux joueurs la mentalité que j'attends d'eux, une nouvelle fois. Et jetons un coup d'œil au classement. Malgré cet échec, l'OM reste sur le podium mais rétrograde à la 3e place après la victoire hier soir de Monaco lors de son derby contre Nice. Décidément, fin de saison difficile pour les équipes sportives de la région. Défaite également des rugbymen toulonnais hier. Mais eux n'ont pas démérité. Ils ont perdu face à Castres avec 2 petits points d'écart. 28-26. Les Varois ont décroché le point de bonus défensif et restent 3e du top 14. Ils sont quasiment assurés de disputer les phases finales. Le monde viticole était réuni hier à Montfavet, près d'Avignon, à l'occasion du 40e concours récompensant les vins de la vallée du Rhône. Un événement plutôt festif, même si de nombreux vignerons estiment que la crise est bien là, dans un contexte géopolitique tendu, notamment avec les États-Unis. Reportage de Frédéric Roche et Sylvie Garat. 65-43, c'est bon pour tous ?
un numéro pour chaque dégustation. Les bouteilles sont camouflées, pas d'étiquette, aucune indication. Le jury est majoritairement composé de professionnels du vin, 30 tables au total avec 15 échantillons de la vallée du Rhône à tester. On commence sur un support blanc par regarder la couleur qui est relativement intense. On le fait légèrement tourner pour aérer afin que les arômes puissent remplir le vide du verre. On sent, on goûte et on délivre une note. Décrocher une médaille peut redonner le sourire en cette période compliquée. 2024 a été une année catastrophique. Sur l'ensemble des côtes du Rhône, c'est selon les zones entre 30 ou 40% de production à moins. En plus, les prix sont bas. Et là-dessus, on rajoute les 200% de Trump. Vous avez entendu parler de la taxe Trump. Ça va être une catastrophe. Alors le marché américain, pour nous, il est pas très important, mais il représente quand même 10-15%. Alors les cognacs, les alcools, eux, c'est 80%, donc c'est énorme. Nous, on va souffrir, mais déjà 10-15% dans le contexte, c'est pas bon. L'une des rares bonnes nouvelles de ce début d'année concerne les vins de l'Audin. Ils ont d'ailleurs eu droit à une chanson. Après 70 ans d'attente, l'Audin est devenu le 18e cru de la vallée du Rhône. Également dans l'actualité, opération de sauvetage délicate hier à Signes dans le Var. 3 spéléologues se sont retrouvés bloqués durant 7 heures à 138 mètres de profondeur dans le gouffre de Tipoganae. En état d'hypothermie, ils n'arrivaient plus à progresser vers la sortie. C'est grâce à un 4e camarade qui lui a réussi à regagner la surface que les secours ont été prévenus. L'actualité internationale à présent, le bilan ne cesse de s'alourdir en Birmanie et l'espoir de retrouver des survivants se réduit d'heure en heure. Apporter de l'aide à la population s'avère compliqué dans ce pays sous contrôle de la junte militaire et en guerre civile depuis 4 ans. Paul-Luc Monnier. Chercher toujours, malgré les répliques. À Mandalay, la terre a encore tremblé ce matin. Il faut vite reculer. Les bâtiments pourraient s'effondrer. Ici, dans les débris, des cris et une femme, choquée mais vivante. Dans cet autre quartier, pas de secouristes, mais des commerçants à la recherche de survivants. Nous cherchons encore s'il reste des victimes. Ici, c'était un restaurant, c'était l'heure du déjeuner, il y avait beaucoup de monde. Ce matin, des moines bouddhistes manquent toujours à l'appel, piégés dans les effondrements des bâtiments. Pour les proches des religieux, une insoutenable attente. Ce que je ressens, c'est... Je veux entendre à nouveau le son de ses prêches. Je me sens heureuse à chaque fois que je le vois. Tout le village l'admirait. 48 heures après le séisme, l'aide arrive, mais au compte-gouttes. Ici, à la frontière avec la Chine, 11 camions de produits de première nécessité. En Russie, ces secouristes sont aussi sur le départ. Mais la Birmanie est un pays en guerre. Ce matin, certains groupes armés ont proposé un cessez-le-feu pour faciliter l'intervention des secours. La situation humanitaire était déjà compliquée et le tremblement de terre vient surajouter à la complexité et aux besoins. Voilà, sur un État qui est faible et des services qui sont faibles, donc la réponse va être extrêmement complexe. En Birmanie, le bilan pourrait atteindre les 100 000 morts, selon certaines estimations. Au Proche-Orient, se dirige-t-on vers une nouvelle trêve dans la bande de Gaza? Un haut responsable du Hamas a approuvé une nouvelle proposition de cessez-le-feu des médiateurs égyptiens et qataris. De son côté, Israël a soumis une contre-proposition. Le secrétaire américain à la Défense est accusé d'avoir convié sa femme à des réunions militaires confidentielles. Déjà critiqué pour sa gestion des informations sensibles en matière de sécurité nationale, il est encore une fois ciblé pour son laxisme. On retrouve notre correspondante à Washington, Camille Gutin.
Oui, eh bien écoutez, c'est un nouveau scandale pour le secrétaire américain de la Défense puisqu'il aurait amené sa femme dans des réunions, dans 2 réunions où il y avait des responsables de la défense étrangers et des informations sensibles auraient été partagées. Alors la première rencontre, c'était entre le Pentagone et des hauts gradés de Grande-Bretagne sur la question des renseignements, des informations partagées à l'Ukraine. Et puis la deuxième réunion, elle a eu lieu à Bruxelles, dans les quartiers généraux de l'OTAN. Et là, ça concernait aussi l'aide militaire à l'Ukraine. Alors officiellement, le secrétaire américain de la Défense a le droit d'inviter qui il veut à ces réunions, mais officieusement, eh bien, c'est toujours des personnes avec des accréditations très élevées et ce n'est pas le cas pour les épouses généralement. En tout cas, ce nouveau scandale, ces nouvelles informations posent la question de la capacité de l'administration Trump à gérer des informations sensibles et à les garder confidentielles ou non. Les Jeux Olympiques d'hiver se dérouleront en 2030 dans les Alpes françaises avec au programme sans doute de nouvelles disciplines. Le freeride en fera peut-être partie. Dans les Alpes de Haute-Provence, une compétition de cette pratique de ski ou snowboard hors piste avait lieu hier dans la station du Sauze. Aurélien Casanova et Chloé Nivard. Imaginez-vous descendre dans un environnement naturel. Sous les spatules, un enchaînement de poudreuses et de barres rocheuses. Le tout sans chrono. On est joué sur 4 critères, la ligne qu'on a choisie, la fluidité de notre ski, le contrôle et puis le RN Style qui aujourd'hui représente beaucoup. C'est toutes les barres qu'on va sauter et si on va éventuellement faire des figures, donc des 360, des backflips. Un spectacle visuel qui mérite de lever la tête quelques minutes. Descendre là, il a tous ces rochers. Le premier qui passe, peut-être, il a de la bonne neige, mais après, il y a des traces, ça doit être autre chose. Ouais. Des fois, c'est un peu plus impressionnant en vrai quand même, parce qu'on voit un peu plus la pente qu'à la télé où des fois la pente est cassée. Le freeride, un sport extrême spectaculaire qui se démocratise, au point de vouloir son ticket pour les Jeux Olympiques d'hiver dans 5 ans en France. Le freeride, c'est parti du ski de nouvelle génération qui plaît à tout le monde. Et ici, en région sud, on a des montagnes qui sont juste magnifiques pour exercer ce sport. Et ça serait un vrai plaisir d'accueillir en tout cas cette discipline aux Jeux Olympiques, de la vivre de l'intérieur et de pouvoir en être acteur peut-être. Car les places sont chères. Seules 2 voire 4 disciplines pourront faire leur apparition en 2030. On regarde quel est le plus télévisuel, le plus médiatique et avec une vision d'avenir de la gestion de la montagne. Voilà, donc c'est cet équilibre qui doit être mis en place. La liste des nouveaux sports sera officielle d'ici 1 an, avant les Jeux de Milan-Cortina en Italie. Si le freeride est retenu, il pourrait se dérouler dans les Alpes du Sud. Fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Bon après-midi et à ce soir, 19h14.